Écoutez, je vous propose qu'on commence. Merci à tous de votre présence. Ça me fait très plaisir de passer ce moment avec vous. Une petite heure devant nous. Donc, on va parler d'entraide dans les communautés. On va parler de la confiance aussi. Et on va aborder ça sous l'angle des méthodes, d'une part, et des outils, d'autre part. On va essayer de rendre ça assez sympathique. Alors, je me présente, je suis Audrey Lépicerie, chef de projet et community leader chez vous. Et j'ai le plaisir d'être accompagnée aujourd'hui par Cédric Lebossé de l'UMM Lorraine, qui est délégué général adjoint en charge du développement des partenariats. Et puis vous verrez aussi, il n'est pas avec nous, mais l'intervention de Thierry Massé, qui est chargé de projet innovation et facilitation chez AGFID. On me laissera un petit témoignage vidéo que je vous diffuserai à la fin sur sa communauté. Alors, allons-y pour ce beau programme. Je vous présente d'abord un tout petit peu vous, pour ceux qui ne connaissent pas, il y en a qui nous connaissent un peu déjà dans la salle. Donc, nous, on est une start-up qui existe depuis environ 3 ans. On est implanté dans l'Est de la France, à Mulhouse et Besançon. Et donc, on développe des services et des outils d'animation pour les communautés de professionnels. Donc, on a 3 briques principales, du conseil et de la formation, une plateforme communautaire et depuis très récemment une application mobile spécialisée justement sur l'entraide et la mise en relation des professionnels. Et alors, notre volonté, c'est quoi? Eh bien, c'est de vous proposer ensemble de développer le réflexe communautaire dans le monde professionnel. Donc déjà, qu'est-ce qu'une communauté? Une communauté, c'est un groupe de personnes qui partagent des intérêts communs et qui agissent dans le cadre de ces intérêts communs. Et là, on est dans le monde pro. Alors, nous on en est plutôt aujourd'hui de cette ambition-là. Eh bien, on a 10 000 utilisateurs des solutions digitales, à peu près 5 000 organisations. Et on aimerait qu'à la fin de l'année 2023, on passe à 10 000 organisations. Bien sûr, pourquoi estimer davantage dans les organisations? Je prends mon souffle, je suis un peu stressée. Je vais respirer. Parce que plus on a de compétences représentées dans les communautés, plus on a la chance d'avoir des interactions de qualité. Alors, on va faire un premier sujet, juste avant que je passe la parole à Cédric tout à l'heure, sur comment créer la confiance dans ma communauté. Je parle un peu plus lentement, est-ce que ça va? Alors, on va décliner ça en 3 niveaux de confiance. Donc, niveau 1, on commence par la confiance des membres en la communauté, ce qu'elle représente. Donc, comment on développe ça? Tout d'abord, en affichant une raison d'être. Quelle est cette communauté? Qu'est-ce qu'elle va m'apporter? Quelle est son ambition? Quels sont ses objectifs? Est-ce que les objectifs de son collectif sont convergents avec les objectifs personnels? Est-ce que je vais me retrouver là-dedans? Une communauté, c'est aussi une identité. Ça va être des couleurs, un logo, du vocabulaire spécifique. Est-ce que cela est familier pour moi? Est-ce que cela me parle? Une communauté, ce sont aussi des valeurs que le livre peut partager. On verra tout à l'heure des exemples de valeurs. Et puis, en gros, ça peut être aussi des règles doivent être clairement comprises pour pouvoir être acceptées. Qu'est-ce qui se passe dans cette communauté? Faut-il payer pour y adhérer? En quoi cela engage? Qu'est-ce que la communauté s'engage à faire pour moi? Alors, il y a un outil formidable qui permet de développer la confiance en la communauté et de bien décrire et d'énoncer tous ces éléments constitutifs. Cet outil, ça s'appelle une landing page. Ça veut dire littéralement par page d'atterrissage. En fait, c'est une page web qui sert à décrire la communauté. Alors, ici, on a un bel exemple de la landing page de l'Industrie Connect. Alors, je promis, c'est pas parce que tu interviens, c'est vrai que je l'ai choisi, c'est parce que c'est vraiment un bon exemple. Et donc, sur cette page vraiment dédiée à la communauté, et là, on va retrouver justement la proposition de valeur qui est faite des membres. Je ne rentre pas dans les détails, c'est vrai qu'on fera tout à l'heure. Mais vous avez les fonctionnalités, les contenus qui seront proposés et les appels qui vont à la communauté. Un peu plus bas dans cette landing page, on va retrouver justement
ces fameuses valeurs. Alors, ce qui est sympa, c'est de les représenter par un petit pictogramme. Vous voyez, vous avez toujours un petit mot-clé. La confiance, la proximité, le partage. Pictogramme, mot-clé, et puis une petite description, une interprétation de comment ces valeurs et ces propositions de valeurs se manifestent dans la communauté. Et puis, plus bas encore, dans cette landing page, vous allez retrouver les partenaires, les fondateurs, donc, qui sont justement là pour réassurer les membres et pour inspirer la confiance. Ça, c'était le niveau 1, la confiance en la communauté. Maintenant, on passe au niveau 2, la confiance de moi, membre de la communauté, envers les autres membres. Qui est-ce qu'il y a dans cette communauté? Alors déjà, dans cette communauté, on va avoir un animateur, logiquement, à sa tête, qui va être la figure que je vais voir passer souvent. Il va proposer les principes, la majorité des contenus et des interactions. Et donc, pour que ma communauté soit en bonne santé, il faut que les membres puissent échanger au moins une fois à leur arrivée avec l'animateur de la communauté. C'est l'accueil des membres, c'est vraiment le strict minimum quand on arrive dans une communauté. Et puis, tout au long de la vie de la communauté, l'animateur va être le garant aussi de la bonne ambiance et des bonnes pratiques. Donc, la bonne ambiance, ça va être d'assurer peut-être des temps formels, plus formels, et en tout cas qui respecte le cadre initial de la communauté qui a été posé. Et les bonnes pratiques selon justement ces règles qui ont été fixées. En fait, l'animateur, c'est celui qui met un petit peu des rouages dans les rouages pour que tout se passe bien. Donc, forcément, les membres vont souvent se rattacher à lui, se rassurer en le sollicitant. Alors, les autres membres de la communauté, l'idéal, c'est de pouvoir les identifier facilement. Quand vous vous exprimez sur un forum ou un outil digital, c'est quand même plus agréable de savoir à qui vous vous adressez, qui va voir vos messages, s'il y a différents espaces de discussion. Est-ce que celui-ci est ouvert à beaucoup de monde? Est-ce que c'est plutôt privé? D'où la nécessité de bien segmenter sa communauté avec des grands groupes, des plus petits groupes. On peut échanger de manière un peu plus fine sur des sujets de façon un peu plus pertinente. Donc, idéalement, je peux identifier les membres à travers un annuaire ou une liste des membres, et ce pour chaque canal de discussion. Idéalement aussi, pour pouvoir faire confiance aux autres membres de la communauté, il faudrait que je puisse les connaître, pour au moins en connaître une partie, et pour ça, avoir eu l'occasion de les rencontrer. Donc, ce qui permet ça, ce sont les événements physiques ou digitaux. Et puis, je bénéficie aussi de mises en relation pertinentes. Donc ça, c'est aussi grâce à l'animateur, qui connaît très bien ses membres, qui va pouvoir dire je sens que ces deux personnes ont intérêt à se rencontrer, elles ont des choses à se dire. Donc c'est ça aussi l'avantage d'une communauté, c'est de pouvoir faire ces rencontres. Et puis je vous disais, avoir l'occasion d'échanger en plus petits groupes ou voire même en binôme, avec une mise en relation. Pourquoi? Parce qu'en général, quand on rejoint une communauté professionnelle, c'est qu'on a des problèmes à résoudre. Et qu'on cherche de l'aide ou des conseils ou des retours d'expérience. Et en fait, c'est pas simple d'exprimer cette vulnérabilité, d'exprimer ces doutes, ces problèmes. C'est plus facile de le faire en petit groupe ou avec des personnes dont on connaît. Et puis enfin, membre important de la communauté, les sponsors. Ce sont les personnes ou les entités influentes qui soutiennent la communauté et qui me rassurent sur le fait d'y appartenir et d'y participer. On va passer au dernier niveau. C'est pas grave, on va faire dans cet ordre-là, c'est bien aussi. Je vais vous présenter un petit outil qui s'appelle la bulleterie. Est-ce que quelqu'un connaît? Alors, la bulleterie, c'est un outil qui a été créé dans le cadre du mouvement Nuit debout. Alors, on pense que ce mouvement, on va pas en débattre ici maintenant. Mais c'est un outil de mise en relation et de matching qui permet, dans un nouveau groupe, de constituer des plus petits groupes par centre d'intérêt, par compétences. Donc, comment ça fonctionne? C'est très simple. Vous avez un index numéroté et chaque personne se voit attribuer un numéro. Et ensuite, vous avez des grandes bulles thématiques. Et chacun va s'inscrire
dans les compétences qui lui sont propres ou les centres d'intérêt. Voilà, si j'ai une bulle ici, gestion de projet, je vais me mettre une bulle 1, je vais noter 1 dans la bulle gestion de projet. Et puis ici, je vais noter marketing, je vais me mettre aussi. Et en fait, si je suis expert du sujet, je vais entourer mon numéro. Ça permet de dire si on est juste intéressé par le sujet ou si on est expert du sujet et potentiellement on va pouvoir guider le groupe. Donc ça, vous trouvez, si ça vous intéresse, plein de tutos, vidéos de formation sur Internet. Ça peut se faire en présentiel et c'est déclinable aussi en digital avec du Klaxoon, pourquoi pas. Et personnellement, j'avais été introduite à ce sujet lorsque j'étais chez Réseau Canopé, qui propose beaucoup de formations sur la pédagogie, l'animation de formation. Et donc, si vous êtes curieux, je vous encourage à aller voir le programme de formation de Réseau Canopé, puisque en fait, il y a beaucoup de similitudes entre animer une classe, animer une formation et animer une communauté. Donc voilà pour l'exemple d'outils, et on peut passer au troisième et dernier niveau, la confiance en soi. La confiance en la communauté, ce qu'elle représente, la confiance en les membres qui composent la communauté, et troisième niveau, peut-être le moins facile, la confiance en soi pour agir et s'exprimer dans la communauté. Alors, comment aider les membres à développer la confiance en eux dans la communauté pour qu'ils puissent s'exprimer, participer, contribuer? Déjà, ils ont besoin de savoir ce qu'on les autorise à faire. J'ai déjà des membres qui m'ont dit « j'ai pas osé publier, je ne sais pas si j'ai le droit », il y avait personne qui n'avait encore rien posté. Déjà, on a peur du vide, jamais laisser un salon de discussion sans une première publication qui donne un petit peu des indications. Et puis surtout, on peut avoir une charte de la communauté pour expliquer aux membres ce qu'ils peuvent, ne peuvent pas faire et ce qu'on attend d'eux. Comme ça rend les choses très claires, très explicites et ça peut lever certaines inhibitions, certains malentendus. Donc je sais ce qu'on attend de moi dans une communauté. L'idéal, c'est de ne pas venir seulement pour consommer, hein, bien sûr. Il y a des membres qui viendront seulement pour ça. Mais peut-être que si vous dites à leurs membres que vous avez besoin de leur contribution, ils auront plus tendance à le faire. C'est comme rendre un service, contribuer, c'est rarement spontané, il faut aussi oser exprimer le besoin et le demander. On me tend une perche pour que je participe à la communauté. Donc ça veut dire que vous allez envoyer des sollicitations qui montrent que vous attendez des actions, que vous attendez des réponses. En marketing, à la fin des messages, on appelle ça le petit call to action. C'est-à-dire que je vous envoie de l'information, mais j'attends quelque chose en retour. J'aimerais savoir si vous avez lu, si ça vous a plu, si ça vous a intéressé. Je vous donne un exemple concret. Vous recevez d'un ami deux messages, enfin de deux amis différents, un message. Le premier ami vous écrit ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, j'espère que tu vas bien. Et le deuxième ami vous envoie je suis en apéro chez moi vendredi, est-ce que tu viens? Dis-moi si tu viens, comme ça je prévois tout ce qu'il faut. À votre avis, lequel des deux messages aura le plus d'efficacité? Le deuxième. Parce qu'on a exprimé clairement qu'on avait besoin d'un retour. Et justement, mes besoins et mes idées sont pris en compte dans la communauté. Donc, une communauté, ce n'est pas quelque chose qui est figé, c'est quelque chose qui peut évoluer. On dit souvent qu'une communauté, ça se surfe un petit peu parce qu'il y a des choses qui se passent et voilà, il faut surfer sur les occasions qui se présentent. Et cette communauté va évoluer aussi avec les envies, les besoins des membres. On n'a pas tous forcément anticipé. Et donc, pour recueillir ces besoins et ces envies des membres, l'idéal, c'est de procéder, par exemple, à des petits sondages. Pourquoi pas mettre en place une gouvernance participative de la communauté. On va choisir ensemble le nom de la communauté, vous allez voter, etc., etc. On peut faire plein de choses de ce genre. Et enfin, je peux avoir un réel impact ou de l'influence dans la communauté. Donc, ça veut dire qu'en tant que membre, j'ai une place dans la communauté. Je peux agir, je peux apporter quelque chose aux autres. Et là encore, je vous donne un exemple concret. Depuis quelques semaines, je fais du yoga.
Et surprise, à la séance d'hier, c'est une des participantes comme moi qui était à la place du prof. Et en fait, c'est une élève de ce cours de yoga qui est en train de se former pour devenir prof de yoga. Et donc, la prof lui avait une petite place pour venir s'entraîner dans cet espace, voilà, dans notre petit groupe, espace où elle pouvait s'entraîner en toute confiance. Et je trouvais ça super sympathique, en fait, de laisser ce petit espace. Dans une communauté, vous pouvez aussi faire une rédaction en chef tournante. Vous pouvez, pourquoi pas, confier à un adhérent telle ou telle semaine la liberté du choix du contenu qui sera publié dans la communauté. C'est quelque chose qui peut se pratiquer aussi. Voilà, c'est faire de la place à lui. Donc, petit outil terminé sur ce point-là. On va faire un petit exercice. On parlait de yoga, donc ça tombe bien, on va faire une petite minute d'introspection. Donc, je vais vous demander de prendre une grande inspiration. Expirer. Et je vais vous demander de penser à votre actualité professionnelle. De quoi avez-vous besoin en ce moment pour faire avancer votre projet ou vos projets professionnels? Vous pouvez penser à votre métier, à votre projet en cours, à votre équipe. Est-ce que vous avez besoin de formation? Est-ce que vous avez besoin de nouveaux outils? Est-ce que vous avez besoin de recruter quelqu'un dans votre équipe? Voilà. De quoi auriez-vous besoin pour progresser ou pour vous débloquer dans une situation professionnelle actuelle? Vous l'avez. Tu vas avoir besoin de vacances aussi, mais ça, c'est pas votre sujet. Alors, maintenant que vous avez fait cet exercice, on va aller un petit peu plus loin. Pendant la minute qui va suivre, vous allez avoir le droit de bavarder, puisque je vais vous demander de vous tourner vers la personne qui est à côté de vous et de lui demander de quoi avez-vous besoin, parce que peut-être que vous pouvez l'aider. Voilà. Je vous laisse échanger. Là, c'est le hasard qui va faire le matching, parce que ça dépend de comment vous êtes arrivé dans la salle. Mais voilà, je vous invite à vous demander conseil les uns et les autres. À toi, je le Je suis en hauteur. Alors, c'est pas le chercher un travail parce que bonne relation sur la D'accord. Ouais, c'est ça. Moi, c'est le temps. Complètement, je suis attachée à la Belgique. Avec le
On va lui parler. Je suis ravie de voir à quel voilà. Et moi, je suis impressionnée. Je sais pas que l'exercice allait si bien marcher, mais voilà ce que je voulais vous démontrer par exemple. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai profité de cette occasion, vous étiez réunis captifs dans cette salle. Je vous ai invité à vous questionner sur vos besoins, je vous ai mis en confiance. Et puis, je vous ai tendu la perche pour que vous puissiez discuter avec les inconnus, peut-être, hein, qui étaient assis à côté de vous, ce que peut-être vous n'auriez pas fait spontanément. Et en fait, là, vous venez de voir vraiment le rôle d'un animateur de communauté et comment on fait pour que ça prenne, pour que les échanges prennent. Bravo. Belle exercice. À toi maintenant. Passe la parole. Alors, moi, je trouve ça amusant d'être parmi nous parce qu'il y a des clusters assez nouveaux. Et ouais, si je représente une vieille dame, hein, parce que même si on prend les premiers syndicats patrons, je pense qu'on a un siècle. Voilà. Et pourtant, on se pose aussi des questions d'animation et de relation de nos adhérents. Alors, quelques chiffres pour vous montrer qui on est. Aujourd'hui, on a 519 adhérents sur la Lorraine. C'est un tiers des entreprises de la branche, les entreprises de la métallurgie, de la chimie. Avant qu'on mette en place une démarche de captation de nouveaux adhérents et d'animation, si on n'a pas encore les outils Voodoo, on était 420. C'est plus 25% en 4 mois. C'est un beau chiffre. Et en termes de représentation, c'est même 90% des emplois de la branche. On a quasiment presque toutes les entreprises de plus de 10 salariés de Lorraine qui ont adhéré au syndicat. C'est un acte volontaire et ça coûte un petit peu d'argent. En termes de représentation, il y a effectivement des grosses, mais vous voyez, on va chercher des entreprises de plus petite taille avec des profils et des attentes différents. Alors on est plutôt content parce qu'on a bien affiché, 38% de nos adhérents sont engagés. Donc on peut se dire c'est magique, il n'y a plus rien à faire, ils sont engagés. Alors ils sont engagés chez nous, ils ont des mandats, ils sont engagés à l'extérieur dans des représentations pour la médecine du travail, pour d'autres systèmes, donc pas forcément dans l'intérêt du syndicat. Et puis de l'autre côté, on a un autre indicateur, on est 35 collaborateurs et on mesure chez nous ce qu'on appelle une consultation. C'est-à-dire quand un adhérent nous demande quelque chose, c'est une consultation. C'est à peu près 10 000 consultations par an, donc pareil, c'est magique, qui pose beaucoup de questions, qui ont vraiment besoin de nous. Donc tout ça va plutôt bien a priori. Comment on en est arrivé là? Alors on parlait tout à l'heure de la raison d'être. Dans le syndicat patronal, au départ, et très clairement, pour beaucoup de nos adhérents, c'était l'outil de leur rôle de responsable des ressources humaines, ce qu'on fait du droit social. Donc, quand on avait le patron, et on a un syndicat de patron, on disait mon RH vient chez nous. C'est sympa, mais ce n'est pas ce qu'on veut être. Donc, on a travaillé sur un positionnement de raison d'être qui est, en tant que syndicat, on veut incarner autre chose et on veut passer un message à nos adhérents. Donc, on a matérialisé avec des mots-clés, etc. Et vous voyez, un objectif qui est un peu différent du droit social, de bâtir une industrie forte pour le réunion. On a organisé notre territoire pour avoir des adhérents à la fois de manière thématique et de manière géographique. Je crois qu'on a croisé tout ce qui était possible pour être au plus près d'eux et pouvoir travailler avec eux et avoir des équipes qui travaillent. On a structuré notre offre de service, ce qui est purement syndical dès le départ, ce qui est offert en public et ce qui est nous, notre valeur ajoutée de faire tous les adhérents. Et puis, on a des équipes, alors vous voyez les 4 heureux en bas ici, c'est les collaborateurs de terrain. On a 4 animateurs qui chacun leur portefeuille adhérent. On a un CRM avec une batterie d'indicateurs, mais l'industrie aime bien mesure beaucoup de choses. Donc, ils sont là, c'est eux de net, c'est-à-dire je leur fais un peu de pub. Et puis, on utilise d'autres outils plus modernes, dont on parle de Flexon, voilà, avec ces responsables-là, on fait des briefings toutes les semaines. Toutes les semaines, on échange sur les objectifs, on en est comme on partage les infos, etc. Donc, on est super équipé et super outillé pour piloter la relation ouverte. Et ben voilà, ça devrait être bonheur, on devrait être content. Et en fait, on passe notre temps à être frustrés, mais vraiment. Parce que nos adhérents avec qui on est si proches, on s'aperçoit qu'ils ont demandé un truc il y a 15 jours à quelqu'un qu'on ne connaît pas, ils ont eu la mauvaise réponse. Ils savaient un truc qu'on aurait pu faire, ils ne l'ont pas demandé. Et donc finalement,
Ça match pour certains, mais pour la majorité, on n'a pas la proximité qu'on aimerait avoir des données. On a une machinerie pour aller les chercher. Et donc, on est passé à autre chose. On s'est dit, bah, aujourd'hui, on a quoi? Des sites terrain, on a des mails, on a le téléphone. Donc, je vous ai dit 10 000 consultations par an, et chaque adhérent a à peu près 2 rencontres de généralistes dans l'année. Ça devrait matcher, ça devrait vraiment matcher. On a des réunions collectives. Donc, on en fait on a des newsletters qu'on voit toutes les semaines. Et toutes les infos qu'on leur passe, oui, ça va fonctionner. On a des réunions présentielles, on a des réunions webinaires. Donc, 70 réunions collectives à peu près par an sur le territoire, et newsletters par semaine. Rien raté, hein, vous êtes d'accord, c'est évident que ça va fonctionner. Et pourtant, alors, ils ne reçoivent pas une nos infos, c'est comme tout le monde. Voilà. C'est pas le bon timing, c'est pas le bon moment. Bien content que ça va fonctionner. Quand on a une demande, parce que ça arrive, et là, j'ai un problème, en fait, j'ai absolument trouvé quelqu'un qui saurait publier de la matière de tel épaisseur en telle longueur. Tu sais qui? Le problème, c'est qu'on a vu quelque chose peut-être 2-3 semaines avant, sinon on a forcément oublié parce que ce n'est pas des informations qu'on dispose. On ne tire pas assez parti finalement de la force de notre réseau ici, parce qu'il y a forcément une réponse chez un adhérent ou un autre. On l'a vu sur le positionnement de l'industrie connect, c'est-à-dire sur nos 519 équipes poussées, on l'a monté au niveau national. Sur les 14 000 adhérents des UMM, il y a forcément quelqu'un qui sait faire. Et puis, il y a beaucoup d'efforts et des fois, beaucoup de frustration. Alors, ben voilà, on s'est dit qu'on allait augmenter nos animateurs. Alors, on les a augmentés, alors ils sont un portable, ils ont un ordinateur, ils ont des mails, ils ont plein de choses. Ils ont l'industrie connect. Donc, ils ont une plateforme communautaire d'entraide et de mise en réseau. Cette plateforme, c'est finalement assez simple. Hein. On a un système de groupes et salons dans lesquels on peut avoir des groupes thématiques et des salons ensuite déclinés. On parlait tout à l'heure de coopération. On a réussi quelque chose d'extraordinaire, c'est les UMM. On a l'UMM national, c'est la grande maison, puis on a les UMM territoriales. On ne coopère pas entre les UMM territoriales. On se rencontre à Paris, et quand on redescend, on a des voisins, on ne fait pas forcément grand-chose. Aujourd'hui, au niveau national, nos amis bretons qui sont un spécialiste énergie, c'est l'animateur du salon énergie. Tous ceux qui sont dans le réseau. Sur les RSE, normalement, ce sera quelqu'un de chez moi, je pense que c'était quelqu'un du Nord. Solution industrielle, il est dans la salle, il est de la Côte d'Or. Voilà. Donc, on a différents manières, donc on coopère réellement au bénéfice de nos adhérents. Ensuite, il se passe des choses. On les prend pour lycée, c'était vraiment artisanal, c'est-à-dire c'était des coups de bol sur le moment. Là où les filles vaccinaires, on dit, bah, moi, voilà, j'ai besoin de faire un ROI sur du photovoltaïque. Il y a un animateur, Jean-Denis Garcin, qui lui a un petit message, Grégory, qui est un autre animateur de chez moi, qui m'a un message, et puis au final, on a Stéphane Topin, qui attire l'attention de Emmanuel Germain, qui est un autre industriel, et Emmanuel Germain répond, appelle-moi, je vais partager avec toi la solution. Et donc, cet industriel qui n'est pas breton a trouvé la solution avec un industriel breton par une mise en relation que vous avez à rien. Voilà, un message avec quelqu'un qui connaissait, qui a parlé de quelque chose à un lieu qui. Donc ça, vraiment, c'est assez riche pour nous. Et ça fonctionne bien. Effectivement, il faut qu'il soit sur la plateforme, vous y allez, mais une fois qu'ils y sont, ça fonctionne. Le deuxième niveau, c'est l'annuaire, les recherches utilisateurs. On connaît nos adhérents, mais on ne sait pas forcément leur centre d'intérêt, on ne sait pas forcément dans leurs équipes qui fait quoi. On peut aller sur un annuaire sur lequel ici j'ai fait une recherche, une technologie, intérêt pour l'IoT où j'ai connecté, ça me dresse une liste d'interlocuteurs, et puis après je peux aller faire fouiller et mettre en réseau. Donc je gagne du temps, je ne vais pas interroger mon CRM, puis mon CRM, ce n'est pas les infos sur lesquelles je fais des flux. Donc je peux faire quelque chose d'assez intéressant. Et puis on va sur ce parti-là. Vous avez l'impression que tout ça. Et puis le dernier, on a fait un système. Alors, il y avait dans Plutôt, en fait, un système qui s'appelle gestion de projet. Voilà, nous, on a dit que gestion de projet, c'est pas le prix, on a transformé ça en appel à. On a dit, en fait, on veut jeter des bouteilles à la mer, sinon il y aura un adhérent qui saura trouver une faire. Alors, par exemple, si c'est un adhérent nouveau, j'ai un bel adhérent qui dit qu'il peut travailler sur les IoT, pour les capteurs d'information en énergie. Alors, notre logiciel poste, il y a différents industriels qui rejoignent. Alors, on rentre dedans à chaque fois une décision, ça c'est le projet pour voir ce qui se passe.
J'ai un industriel de la Loire qui rentre dans le projet, qui dit je viens de le faire, j'ai utilisé une super boîte. Elle est à 20 km des chefs. Donc, notre industrie de Vosgien travaille avec un autre Vosgien qui ne l'avait pas repéré, qui ne l'aurait pas reconnu, qui ne l'aurait même pas connu, s'il n'avait pas vu la plateforme. Là, un truc tout bête, mais entre c'est extraordinaire, on a un adhérent qui donnait une pinceau de ski. Plutôt que l'acheter, il y a un autre industriel qui a dit c'est magnifique, puisque tu l'as donné, je rejoins, je prends. Donc, des choses sont ici, des choses qu'on ne faisait pas du tout, parce que c'est pas, tu vois, on a zéro expérience là-dedans, c'est de l'échange d'entre eux sur l'étude des gaz techniques. Donc, finalement, c'est pas hyper stratégique, et ils se rejoignent, ils s'échangent sur combien tu payes, qu'est-ce que je fais, qui tu le fais, ça même qui gagne le contrôle. Et enfin là, dénudage laser, alors celle-ci est marrante, c'est un industriel qui pose ça en se disant je fais ça aujourd'hui aux Pays-Bas. Et donc, on n'a pas trouvé grand-chose, mais pourquoi pas, je pose mon appel là. Aujourd'hui, je travaille avec un industriel français. Voilà. On a rapatrié l'activité par la plateforme. Tout ça, soit ils le postent seuls, soit c'est nos animateurs en fait qui les poussent à le poster et à poser le message ou qui postent pour eux. D'accord? Parce que naturellement, on n'a pas tout de suite le réflexe d'aller sur le système. Mais finalement, on a du partage et de la coopération de montée. Donc aujourd'hui, on a bien toujours tous ces anciens systèmes. Je n'ai pas enlevé les animateurs terrain, ils sont toujours là. Par contre, ils sont présents dans les entreprises pour les pousser à utiliser la plateforme. Donc, on rajoute l'industrie avec dans les fonctionnalités. Il faut plus de mise en relation entre adhérents. On les connaît, on facilite cette mise en relation, on les facilite par la plateforme. On sait en plus facilement à qui s'adresser parce qu'on a cet annuaire. Il peut aussi y avoir des gens qui sont chez nous, pas dans le syndicat, je vais vous expliquer ça. On répond sur du droit social et il faut être habilité. Donc, vous pouvez avoir un super poste dans une boîte, vous n'êtes pas habilité pour échanger avec nous, vous ne répondez pas. Si jamais on vous donne une info qui vous permet de. C'est un peu embêtant de votre patron, ce sera pour le syndicat patronal. Donc là, on gère d'autres profils. Partage coopération entre les membres, plus généralement, c'est pour ça qu'on parle de collaborateurs augmentés. Maintenant, l'application mobile qui nous convient, je crois qu'on en parle tout à l'heure, voilà, dans les poches, dans l'ordinateur, on peut avancer. Et en fait, là, nous, on est des artisans de la transformation, parce que finalement, on le fait quand c'est le moment, la surprise, l'instant, on peut l'industrialiser pour un syndicat patronal, 50% du point industriel, puisque la mise en relation, c'est plutôt. En termes de géographie, parce que je vais parler de Lorraine, voilà, aujourd'hui, on est en présence Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, Lorraine. Alors, ça fait énorme cette région. Auvergne-Rhône-Alpes, juste un département, et un peu de Bretagne, et puis voilà, ils sont en train de s'étendre avec la Nouvelle-Aquitaine, et puis on vise bientôt une extension nationale. Voilà. Alors, petite partie échange, questions-réponses à la fin, si vous voulez poser des questions. Mais tout de suite, on va enchaîner sur le thème comment développer l'entraide. Donc, on a vu comment développer la confiance, c'était le prérequis pour pouvoir ensuite développer l'entraide dans sa communauté. Alors, je vous présente tout de suite un outil qui s'appelle le tarot de l'animation. C'est un outil qu'on a développé chez Voodoo, c'est un jeu de cartes qui existe physiquement et en digital. C'est un petit jeu ludique. Qui permet en fait de s'interroger soit seul, soit en petit groupe sur sa communauté. Et c'est un jeu que vous pouvez consulter en ligne sur notre site web. Et je vous présente juste une carte. Aujourd'hui, celle qui est de circonstance et qui s'appelle la main tendue. Cette carte, quand vous la retournez, elle pose plusieurs questions. Donc, de quelle manière la communauté vient-elle en aide à ses membres? Inversement, qu'apportent les membres à la communauté? Et quels moyens utilisez-vous pour voir la collaboration et l'entraide au sein de votre communauté? Alors, il y a un grand groupe, mais on peut quand même se prêter à l'exercice. Est-ce que quelqu'un a un retour d'expérience à nous faire sur ce thème-là, sur comment il a réussi à développer l'entraide et la coopération dans sa communauté? Est-ce que par hasard vous avez des exemples que vous souhaitez partager avec nous éventuellement? Oui, vous voulez le micro?
Bonjour, donc Estelle Dufaux, je dirige le réseau Mesure, qui est une association qui a 20 ans d'existence dans le domaine de la mesure. Et je me retrouve tout à fait dans ce que vous disiez, dans les mises en relation qui étaient essentiellement individuelles. Et on a eu aussi une question de la dépersonnalisation du réseau. Et notamment, on a utilisé un petit outil qui est vraiment très très simple. Sur notre site internet, sur la première page du site, on a deux petits onglets. Je souhaite développer un projet où je peux rentrer en contact avec un membre. Et la personne peut poser sa question. Alors, c'est souvent souvent plutôt des personnes extérieures qui vont chercher des solutions de mesure plutôt mouton à 5 pattes, mais ça peut être aussi de l'intérieur. En revanche, la particularité, c'est que la formulation n'est pas toujours parfaite, ou enfin, donc ça arrive forcément chez nous. Et nous, on va le reformuler et faire un message. On utilise Sendinblue comme outil et on fait un message à l'ensemble de nos adhérents. C'est aussi un gage d'équité en fait entre les adhérents. Et ça fonctionne très très bien. Et je vais donner un exemple tout à fait intéressant. En fait, donc c'est une personne qui avait une pièce qui était défectueuse. Il cherchait à refaire cette pièce. Il avait contacté le fournisseur principal de ces machines de mesure, qui est un de nos adhérents. Bon, un peu sans succès, la machine était trop vieille, ça ne pouvait pas marcher, etc. Et il y avait déjà eu quand même une petite recherche à l'intérieur du réseau, mais ça ne marchait pas. Et on a fait ce petit message à l'ensemble des adhérents et on a trouvé au sein de nos adhérents une société qui a été capable de refaire cette pièce en 3D et de répondre complètement à la problématique de la personne extérieure. Et évidemment, cet adhérent travaillait déjà avec le fournisseur de machines, mais ce fournisseur de machines n'a pas eu l'idée de l'orienter vers lui. Donc vraiment, ça a été une démarche extérieure et peut-être avec un angle de vue différent qui a permis à ce deuxième adhérent de dire bah oui, moi je peux le faire, alors que ils travaillaient déjà ensemble et le premier n'a pas eu l'idée de renvoyer vers le deuxième. C'est noté, je peux faire. Tous, Pascal Esnouf, et moi je représente Sotravant, la filière des entreprises de sous-traitance industrielle en Normandie. Nous, pour échanger sur les différents besoins, on a un site internet, une plateforme où chaque adhérent a un accès personnalisé et confidentiel avec un code d'accès. Et quand il y a des besoins, soit ils me transmettent leur demande et je peux publier une annonce. Et par exemple, si c'est de l'usinage de pièces, je vais cocher dans une petite case usineur numérique ou autre. Et tous ceux qui sont inscrits dans ce métier-là vont recevoir la consultation. Et systématiquement, chaque adhérent peut faire la même chose de son côté. Dès qu'il y a un besoin ou une offre, ils le font comme ça. C'est très facile. Je crois que je vais la voir. Merci. Alors nous sommes un petit cluster en 4 adhérents et en fait on est sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, grosse région. Et en fait on travaille sur tout ce qui est bien-être et santé autour du cheval. Et en fait, alors comme on est une petite entité, on n'a pas forcément besoin d'avoir des annuaires énormes, j'espère qu'un jour on entend. Et ce qu'on a fait, c'est mettre en place déjà des groupes de travail, c'est-à-dire sur des thèmes qui ont été donnés par des adhérents, ce qui permet qu'en fait, ils se regroupent et voire même qu'ils animent leur propre groupe de travail avec un objectif et des livrables. Et puis, je dirais, le deuxième point, c'est aussi la mutualisation de moyens. Et ça a aidé certains adhérents, par exemple, qui n'osaient pas partir faire un salon. Je donne un exemple bête, hein, parce qu'ils n'ont pas l'habitude, ils ne savent pas, etc. De manière à ce qu'on mutualise déjà l'espace, ce qui fait que ça coûte moins cher à tout le monde. Mais aussi, ça permet à des adhérents qui ont une grande expérience de la communication sur ce type d'événements de pouvoir coacher un peu les autres et donc qu'on mutualise un peu les bonnes pratiques. Voilà, c'est tout bête. Merci beaucoup. Je vous remercie pour vos témoignages. Donc, un moyen de favoriser l'entraide aussi dans sa communauté, c'est ce qui ressort de vos échanges, c'est de tendre le micro pour permettre aux membres de s'exprimer, transporter leur message pour leur donner plus de visibilité, plus d'audience. C'est ce que vous pouvez faire vous en tant qu'animateur de réseau de communauté, etc.
Merci de vous être prêtés à ce jeu. Et donc, juste pour résumer un petit peu cette idée-là, il y a 4 étapes pour développer l'entraide pour sa communauté. Donc, ça commence déjà par communiquer sur cette valeur. On souhaite qu'il y ait de l'entraide dans la communauté. Donc, il faut que ce soit un élément constitutif de l'identité de votre communauté et que ce soit affiché partout où ça peut l'être, sur votre formulaire d'adhésion, sur la charte de la communauté, sur votre site web, etc. Communiquer sur cette valeur d'entraide. Étape 2, une fois qu'on a fait ça, en tant qu'animateur, c'est incarner cette valeur. Donc, c'est éventuellement relayer des demandes d'aide, mais aussi soi-même exprimer des demandes d'aide. J'ai besoin de votre aide pour construire et faire vivre cette communauté. J'ai besoin de votre avis, j'ai besoin de faire grandir cette communauté, j'ai besoin que vous la recommandiez à d'autres, voilà, etc., etc. Je vais chercher un intervenant pour un prochain événement, est-ce que vous connaissez quelqu'un? Et en fait, le fait que vous-même, en tant qu'animateur, vous fassiez ce pas, de dire, vous savez, moi aussi, j'ai besoin d'aide, c'est très désinhibant, en fait, pour les gens. Étape 3, créer des exemples inspirants de demandes d'aide et d'entraide. Donc, c'est par exemple demander à des membres de votre communauté qui sont des membres amis ou des membres fondateurs, des alliés en quelque sorte, de faire une première demande d'aide sur vos canaux de communication pour créer des exemples inspirants pour d'autres membres qui sont peut-être moins connus ou qui connaissent moins de monde dans la communauté. Et ça peut paraître artificiel comme ça, mais je ne peux pas faire des faux avis Google, mais c'est juste de demander de l'aide en fait, à vos alliés pour que les choses qu'ils vous auraient demandé par email, ils fassent l'effort de le publier via ce canal communautaire pour que ce soit vu de tous et que ça donne l'exemple. Des demandes d'aide et de conseils, on en reçoit tous, mais ça peut être par des canaux variés. Et le fait qu'elles soient centralisées et visibles de la communauté, ça permet d'avoir ces exemples inspirés. Et enfin, dernière étape, restituer les belles histoires. C'est ce que Cédric faisait tout à l'heure pour célébrer les coopérations fructueuses et stimuler l'imaginaire avec un récit collectif qui entretient la culture de l'entraide. Donc, une communauté, c'est aussi ça. C'est aussi une belle histoire qu'on veut se raconter et qu'on construit ensemble. Et le fait d'avoir ces exemples sur lesquels on peut communiquer, des exemples concrets, des cas d'usage. Ça, c'est vraiment ce que les gens attendent pour se lancer. Dire, OK, ça marche, je vais y aller, moi aussi, je vais oser demander de l'aide parce qu'en fait, tout est là. C'est dans le fait d'oser. Et donc, en fait, si on récapitule ces 4 étapes, on peut résumer ça en 4 verbes. Communiquer sur cette valeur, c'est faire savoir. Incarner cette valeur, c'est faire. Créer des exemples inspirants, c'est faire aux autres. Et enfin, restituer les belles histoires. Et bien, c'est envoyer le pour faire part de ces réussites communautaires. Voilà le cheminement que je vous propose pour développer l'entraide dans votre communauté. Alors, un dernier mot, puisqu'on parle d'entraide, donc sur notre application Louf. Donc, Lou est une application mobile bien développée chez Voodoo, qui peut s'utiliser soit seule, soit en complément de la plateforme Voodoo. Je vais vous montrer une déclinaison tout à l'heure pour Industrie Connect. Ici, sur l'application Lou, on l'appelle le LinkedIn de l'entraide. C'est parce que ces fonctionnalités sont vraiment centrées la mise en relation et l'entraide. Concrètement, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire sur cette application? Vous allez pouvoir publier une demande d'aide ou répondre à des demandes d'aide qui vous sont adressées au sein de votre communauté. Voire même si vous n'avez pas la réponse, mais vous connaissez quelqu'un qui, vous allez pouvoir mettre en relation des personnes de votre communauté autour de leurs besoins. Je vous invite, puisque c'est gratuit, à créer une communauté de tests sur vous si vous le souhaitez. Il suffit d'aller sur notre site web, il y a une page dédiée à l'application. Et il vous suffit d'avoir un nom pour votre communauté, un logo, et c'est gratuit si vous voulez tester les fonctionnalités.
Et alors, pour terminer, je vais vous diffuser le témoignage de Thierry, qui n'a pas pu être là aujourd'hui avec nous, mais qui nous a fait l'honneur d'enregistrer une petite vidéo vraiment spécialement dédiée à l'événement. Donc bonjour, je suis Thierry Massé, je travaille pour Hauts-de-France Innovation Développement, qui est l'agence régionale d'innovation de la région Hauts-de-France. Et au sein de HDFID, je suis chef de projet pour développer une méta-communauté Voodoo qui s'appelle Réseau de France Business et qui regroupe l'ensemble des acteurs économiques de la région Hauts-de-France. Alors l'origine du projet remonte au plan de relance qui a eu lieu après le premier confinement, et parmi les multiples pistes qui ont été envisagées par la région, il y a un groupe de chefs d'entreprise qui a fait un constat qu'il manquait au niveau régional un outil facilitant les mises en relation entre les différents acteurs. C'est-à-dire qu'on est dans une région à forte densité économique, mais néanmoins on a pu faire le constat que tout le monde ne se connaissait pas si bien que ça. Donc le constat a été fait, il manquait un outil de mise en relation régionale, et là-dessus, la région Hauts-de-France a dit banco, on confie à HDFID le fait de mettre en place et de développer un outil adapté. C'est comme ça qu'on a rencontré Voodoo qui nous proposait une solution qui correspondait à nos attentes. Ce qui est intéressant avec la plateforme, c'est que il y a un effet auberge espagnole au bon sens du terme, c'est-à-dire que ceux qui vont venir sur la plateforme pour proposer de l'aide ou en demander vont le faire à géométrie variable en fonction de la complexité de leur demande et en fonction du temps qu'ils sont prêts à y consacrer. Ça peut être simplement, je recherche un contact en fonction de ses compétences ou de ses centres d'intérêt, ou ça peut être, j'ai envie d'échanger de façon plus approfondie et de créer un espace d'entraide thématique avec les gens. On a mis en place un outil sur Réseau de France Business qui est un appel à veille interactif, c'est-à-dire que ce qui se passe à l'intérieur, il faut être inscrit pour pouvoir le voir. Et dans ceux qui se demandent d'être inscrits, là encore, on va retrouver les deux types de profils. À la fois ceux qui disent, moi, je sais pas, j'ai à partager de la veille sur l'intelligence artificielle, je veux un espace pour pouvoir publier régulièrement ce que je veux faire en matière de veille, et eux, ils vont s'inscrire en tant que veilleurs. Et on a aussi l'autre public, comme je l'ai dit, de gens qui disent, qui vont aller sur la descriptive de cet espace privatif-là et qui vont voir qu'il y a des thèmes qui les intéressent et qui vont nous rejoindre en disant, écoutez, j'ai vu que tel thème correspond à ce que j'aimerais suivre en matière d'information. Un premier objectif qui est un objectif quantitatif, c'est-à-dire que plus la méta-communauté Réseau de France Business sera grosse, plus on va générer de l'interactivité, des thématiques communes et de la vie, tout simplement. Et on a aussi des objectifs qui sont d'ordre plus qualitatif, c'est-à-dire essayer de structurer ce qui se passe, accompagner les gens qui veulent, au sein de cette méta-communauté, créer des communautés spécifiques. Il y a pas mal de syndicats professionnels qui se posent la question, de pôles d'excellence, etc., qu'on accompagne. Et aussi structurer dans le sens où faire venir un certain nombre de locomotives sur la plateforme, parce qu'on a en Hauts-de-France des entreprises, je ne vais pas les citer ici, qui pratiquent ce qu'on appelle l'open innovation, c'est-à-dire qui vont stimuler les PME du territoire pour créer des thèmes d'innovation communs. Et ces locomotives-là, moi, mon objectif sur l'année qui vient, c'est effectivement de les approcher un par un et de les faire intégrer la plateforme pour booster l'ensemble. Donc voilà, grosso modo, quelles sont les perspectives. C'était cette présentation. On est à votre disposition pour quelques
d'échange. Si vous avez des questions, il reste 5 minutes, je crois. Oui. On a mis en place un SharePoint, d'accord? Une plateforme SharePoint sur laquelle un nombre de trucs. Qu'est-ce que votre solution va amener en plus? Alors, Et est-ce qu'on peut l'interconnecter? on a effectivement des API qui permettent d'interconnecter nos solutions avec des CRM, choses. Les outils communautaires, le rapport, c'est vraiment les fonctionnalités communautaires qui sont en relation, appel à projet collaboratif, appel à diffusion d'informations sélectives. Vous allez pouvoir gérer en fait quel groupe vous allez notifier, est-ce que vous notifiez en masse, à l'unité, avoir un canal de notification pour telle ou telle thématique, et vous allez pouvoir en fait structurer, segmenter votre communauté en différents canaux pour plus de pertinence. Et deuxième question, combien ça coûte? Ah, Il fallait bien que quelqu'un réponde. c'est pas une question, mais il y a Vincent Foucault qui est dans la salle d'accueil. D'accord, j'irai voir. C'est il répond à ce genre de questions sur les. D'accord. Vous avez des questions pour ce Pour gérer les. Ah, pardon. Non. Pour gérer les MER, les mises en relation, je suis un utilisateur, j'arrive sur la plateforme. Ça ne fonctionne bien que si, en fait, il y a beaucoup d'adhérents qui se sont connectés, j'imagine. Ouais. Voilà. Alors, il y a deux choses en fait. Il y a soit la voie de la plateforme communautaire qui est plus celle de l'industrie Connect, où on va être vraiment entre adhérents et il faut effectivement être adhérent à la structure pour pouvoir faire partie de la communauté. Et à ce moment-là, on va pouvoir entrer en relation et c'est beaucoup aussi les animateurs qui vont fluidifier ces mises en relation parce qu'elles ont une bonne connaissance des membres. Et on a une autre solution qui est l'application mobile Lou. Là, on va être sur quelque chose de beaucoup plus viral parce qu'un membre de la communauté va pouvoir inviter aussi quelqu'un dans la communauté et voilà, faire des demandes d'aide et des mises en relation par ce biais. D'accord. Et en fait, il y a autant de postes ou de sujets qu'il y a de bouteilles à la mer? Ou est-ce que toutes les bouteilles à la mer se succèdent et du coup, après, ça devient, si ça s'emballe, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va avoir toutes les réponses qui vont se croiser avec les demandes qui se sont croisées et succédées aussi sur la page? Alors, ce que vous suivez là, c'est la question de la structuration de la communauté et de la modération aussi des contenus. Et en fin de compte, quand on a trop de contenu dans une communauté, c'est un problème de riche. C'est plutôt bon signe. Mais on a des possibilités de structuration. D'accord. Parce que, typiquement, nous, c'est quelque chose qui pourrait intéresser nos fournisseurs. Et on travaille pour Pôle Pharma, donc cluster de la filière pharma. Donc, dans la filière, il y a des tas de fournisseurs qui sont là aussi pour faire du business. Mais si on a un donneur d'ordre qui cherche un certain type de filtre et qui a 50 réponses. Pas que pour le business. On avait aussi interrogé les membres. 90% de nos membres en ont d'aller rencontrer les commerciaux, d'aller rencontrer les politiques et de les changer entre industriels. C'est ça. Nous, c'est pareil. Et le système est un peu lourd au démarrage. Avec les centres d'intérêt. Et un système de centre d'intérêt et de compétences que chaque adhérent renseigne. Et quand vous notifiez, quand vous votre appel là, vous dites moi, je veux que ceux qui ont mis ce centre d'intérêt soient notifiés. Ce qui fait que si on n'est pas dans le centre d'intérêt, on le reçoit. Ça fait un tri en termes de notification. Et ça n'empêche pas après d'aller faire ses courses quand même pour les retrouver tous. Et après, il y a une petite gestion, effectivement, il faut penser à clore les appels là qui sont réalisés. Voilà. Il faut avoir l'information. Il a été réalisé. Oui. Alors, c'est celui qui Pour demander tout à l'heure et c'est celui qui couvre qui le gère. Normalement, il sait qu'on a répondu à son problème. Voilà. Le souci qu'on a est plus que leur dire c'est bien, puisqu'on a répondu, pense à le fermer. Ouais, C'est ça. Voilà. Okay. Mais bon, on fait un peu de veille, on a du monde, ça n'enlève pas les animateurs. Hein. Vraiment, moi, c'était là-dessus que je voulais dire. On n'est pas dans un système, je ne sais pas, enfin, c'est démontré que si on travaille avec ces commerciaux, il y a toutes ces tendances de dire qu'on peut très très bien diminuer les commerciaux physiques et faire du commercial de manière numérique. Dans la relation, évidemment, ce n'est pas vrai. On augmente les animateurs. Et donc, ils sont toujours très présents. Et on leur demande de rentrer dans les APA pour qu'ils puissent les suivre. C'est-à-dire tout APA, il y aura un outil. Au moins pour la Lorraine, parce que chaque QLM fait ce qu'elle veut, mais au moins pour la Lorraine, à chaque fois, il y a un animateur de la maison qui est dedans.
ce qui lui permet de voir s'il se passe des choses, rien, s'il se passe rien, d'écrire au porteur pour voir si ça va bien, si par contre, tout ne se passe pas là. L'exemple que je vous donnais pour les Pays-Bas, on l'a découvert en passant le coup de fil, en disant, il ne se passe rien dans son appel. En fait, il nous dit, ah non, mais en fait, ça s'est réglé en 24 heures. Il y a quelqu'un qui l'a vu, il m'a appelé, on a fait une deal, c'est fini, non, j'ai plus d'être en direct, ça fait 15 jours qu'il est là, son appel. Voilà. Après, ça prend doucement, hein. Culturellement, il faut l'installer, c'est beaucoup plus fort. Et une fois que c'est là, par contre, ça commence à prendre et ça devient réflexe. Et c'est pas spontané, ça vraiment. Façon cultive. Et vous parlez des. En fait, un adhérent, un client d'entreprise, donc forcément être adhérent. Ça, c'est vous qui décidez en tant que paramètre de solution, quelles sont les modalités de c'est vrai qui distribue les licences et qui décide qui a le droit d'entrer ou pas, si c'est du pas. Nous, on a tout fait. C'était volontaire, l'enquête qu'on avait fait sur les adhérents qui voulaient être entrés, on a tout fermé. On a eu d'ailleurs, dans les premiers temps, on n'était pas totalement fermé sur les appels à. On était dans toutes les communautés de groupe. Il y a des centres de recherche, des prestataires, etc., qui répondaient, et les adhérents disaient, c'est pas ça que je veux. Donc voilà, nous, on est vraiment notre adhérent, c'est un choix. Parce que vous appelez là, il est trop attractif. Mais voilà, si on fait le choix de l'ouverture et de la clarifier, en fait, on ne pas les comptes. Alors, nous, en fait, on a un réseau de 184 continents, ce qui représente à peu près 850 contacts. Et comment vous avez incité les 850 contacts à s'identifier dans le site? Alors, en fait, c'est ma difficulté d'activation. Je sais quand même que ça ne dit pas que vous avez exactement avec les raisons. Alors c'est un peu plus compliqué que ça nous concerne, mais c'est très long. Vraiment, c'est très long. Nous, on a décidé de. Alors, vous avez vu que ça ne s'appelle pas UML Connect, ça s'appelle l'Industrie Connect. C'est un truc à côté dans lequel on inscrit nos adhérents. En tant qu'UML, on paye, on prend dans la cotisation de notre adhérent le compte du dirigeant. Donc, nous, on active le compte du dirigeant. Et après, le dirigeant peut décider d'activer des comptes pour ses collaborateurs, ça ne dépend que de lui, ça, il les paye tout seul. C'est vous qui les achetez et qui les activez. 60 € qui me parlent. Ça reste, quand on leur dit ça, voilà, 60 € par an pour être sur une plateforme, c'est pas la oui, après, ça dépend de la vie. Et derrière, j'imagine que vous les incitez à. Oui, c'est bon, ce côté-là, il y a ils ne font pas spontanément, et donc une pensée de la relation sur les liens qui se développent. Et donc, un choix que j'ai on annonce sur les Personne n'attend pas. C'est cher. Sur les 4 collaborateurs, chacun. Alors, on va laisser place à la présentation suivante, mais c'est vrai que moi, je vous ai donné un petit moment, c'est ça. Philippe, l'échange à tous. Merci beaucoup.